Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, premier épisode de ma nouvelle mini-série From Zero to Cashflow, où l'objectif est très simple, je partage les différentes étapes de mon premier investissement immobilier en partant de zéro pour arriver à générer du cashflow. Dans ce premier épisode, je me pose toutes les questions qui me permettent de définir ma stratégie initiale et définir ma vision. La première question à laquelle il faut répondre quand on commence, qu'on démarre un projet, et en l'occurrence quand on veut se lancer dans l'investissement immobilier, ou tout type d'investissement d'ailleurs, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut se lancer? Pourquoi est-ce qu'on veut investir dans telle ou telle chose? Et donc en ce qui me concerne, pourquoi est-ce que je souhaite investir dans l'immobilier? Mon pourquoi, il est assez simple, c'est construire un patrimoine avec une accumulation des biens rentables sur le long terme, tout en générant du cash flow tous les mois afin d'avoir un complément de salaire à court et moyen terme. Une fois qu'on a répondu à cette première question, donc le pourquoi, qu'on a sa vision en tête de pourquoi je veux investir, qui est-ce que je veux devenir, etc. Je pense qu'il est important de faire le point sur sa situation afin de commencer à évaluer ses différentes capacités et les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. En ce qui me concerne, j'ai 23 ans, je sors d'un bac plus 5, donc je suis ingénieur en informatique. Je suis en CDI cadre dans une boîte du CAC 40 à Paris. J'ai le droit à 2 jours de télétravail par semaine. C'est un paramètre important que je partage ici parce que je pense que en fonction de ta situation, si tu es full-time sur Paris, tu vas pas aller investir à Marseille, typiquement. Donc c'est un petit peu cette idée-là de se placer géographiquement parlant sur la carte et de restreindre son périmètre d'investissement potentiel. Et pourquoi je partage ça également, c'est que là je suis en plein déménagement pour aller habiter à Reims. Reims, c'est à 1 heure de TGV de Paris, plus ou moins. Et c'est la ville où j'ai l'intention de me lancer dans l'investissement immobilier. Une fois qu'on a une image globale de sa situation, le point le plus important, c'est de faire le point sur ses finances. Faire le point sur ses finances, c'est avoir une première idée de sa capacité financière et derrière, combien est-ce qu'on va pouvoir emprunter auprès de la banque, combien est-ce que la banque va être prête à nous prêter également en fonction de ce que l'on gagne et ce que l'on dépense sur un mois. Donc les questions à se poser ici, c'est quels sont vos revenus mensuels, quelles sont vos dépenses fixes et variables et combien est-ce que vous pouvez épargner chaque mois. J'ai fait l'exercice, je vais te partager mes chiffres. L'objectif de cette série, c'est aussi d'être le plus transparent possible. Donc c'est parti, allons voir mes chiffres. Alors, en ce qui me concerne, bon, j'ai un petit peu arrondi les chiffres, mais l'ordre de grandeur y est. Mon salaire net mensuel est de 2500 € sans les primes. Les primes ne tombent pas tous les mois, c'est à certaines périodes, je sais pas, par exemple en décembre, je vais avoir une prime, mais je préfère ne pas la compter et vraiment faire une étude de cas sur tous les mois, combien je gagne et combien sort de mon compte. Au niveau des dépenses, en habitant à Reims, bon, ma situation est un peu en train de changer, mais en habitant à Reims, je vise 1500 € de dépenses chaque mois et dedans, on a tout le détail. Donc, dans ces 1500 €, je vais avoir 730 € de loyer, 134 € de charge, qui va probablement baisser à l'avenir aussi, mais c'est le temps d'avoir les ajustements en fonction de ma consommation réelle. Mais autant prévoir à la hausse et pas avoir de mauvaises surprises. J'ai 343 € de transport. Bon, c'est l'abonnement TGV, hein, c'est forcément, ça a des avantages de s'éloigner de Paris, mais ça a aussi des inconvénients en termes de transport. J'ai environ 200 € de courses tous les mois. Ça, c'est gros avantage aussi, pouvoir d'achat qui augmente quand on s'éloigne de la capitale. À Paris, j'étais un petit peu plus que 200 €. En termes d'abonnement aussi, hyper important, faire le point sur ses abonnements. Et si on veut augmenter sa capacité d'épargne, ça peut être pertinent de mettre en revue tous ces abonnements et de se dire est-ce que ça j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça je m'en sers vraiment, et faire un petit tri, faire un peu de ménage. Donc là, en restant le plus minimaliste possible, moi je suis à 35 € d'abonnement, alors c'est très faible, mais ça me va très bien. Et dedans, il y a Internet, donc la box Internet et mon forfait mobile. Et à côté de ça, je me suis provisionné, alors là j'ai vraiment pris le cas extrême, mais à 50 € de sorties, loisirs, restaurants, etc.
Donc là, c'est vraiment quand je suis dans des périodes ou des mois où je veux vraiment épargner à 100% et que je sors une fois de temps en temps. Mais de toute façon, j'ai pas pour habitude de sortir régulièrement. Donc c'est aussi cet avantage-là, c'est que je peux épargner beaucoup plus puisque je sors pas tous les soirs dans Paris. Et une fois qu'on a dépensé tout ça, eh ben tout le reste, c'est de l'épargne. En suivant cette hypothèse-là, je suis à 1000 euros d'épargne par mois. Et là, avec ces 1000 euros d'épargne, j'ai une stratégie en plusieurs niveaux, on va dire. Le premier point, c'est que je remplis mon livret A de sorte à avoir 3 mois de dépenses en continuité sur ce compte pour couvrir mes besoins. C'est avoir vraiment un montant de sécurité si jamais il m'arrive un problème, que je dois payer une grosse somme qui est pas du tout prévue en fait, c'est pour couvrir les imprévus. Avoir 3 à 6 mois de dépenses mensuelles sur son compte, sur un compte qui est accessible, c'est assez recommandé. Bon, moi je suis resté à 3 mois et donc ce qui fait que je vise d'avoir toujours à minima 4500 euros sur mon livret A pour couvrir ses besoins. Le reste part aujourd'hui principalement sur du S&P 500, donc un ETF sur mon PEA. Et là, la stratégie, c'est de faire du DCA, donc injecter tous les mois sur la bourse. Une dernière petite case que je vais essayer d'implémenter, c'est d'épargner un montant fixe tous les mois dédié à un budget vacances que je pourrais utiliser plus tard. Ce bilan financier, il est hyper important et notamment vis-à-vis de la banque. Si vous présentez ça à votre banque, alors là, c'est des hypothèses, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis persuadé qu'en arrivant auprès de votre banque avec ça, avec votre bilan sur les 12 derniers mois qui retrace tout cet historique de dépenses, etc., ça montre que vous maîtrisez vos finances et là, le niveau de confiance va augmenter vis-à-vis de votre banquier. Puisqu'on parle des banques, je vais parler de capacité d'emprunt. Et donc, en l'occurrence, ma capacité d'emprunt, si on fait 35% de 2500, j'arriverai à 875 euros. 875 euros par mois. Donc avec ma situation actuelle, si on fait 875 x 12 x 25, ça nous donne un montant de 262 500. Donc ma capacité d'emprunt pour un prêt sur 25 ans s'élèverait à 262 500 euros. Ça, c'est la partie hypothétique. Maintenant, dans les faits, je pense que c'est pas aussi simple que ça, mais on en saura plus à l'avenir quand je vais commencer à parler à la banque. J'ai fait le point sur ma situation, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je pense qu'à ce moment-là, on peut commencer à définir sa vision. En ce qui me concerne, moi, j'ai vraiment envie de bénéficier de cet effet levier auprès des banques, à savoir emprunter de l'argent pour acheter un bien, louer le bien et derrière, avec les loyers perçus des locataires, rembourser le prêt et générer du cash flow. Alors le cash flow, c'est tout simplement le petit surplus de bénéfices que vous allez toucher une fois votre mensualité remboursée. Pour donner un exemple très simple, si jamais vous avez une mensualité pour rembourser votre prêt de 500 euros, et que vous touchez 700 euros de loyer, eh bien, vous aurez chaque mois 200 euros de cash flow dans votre poche. Bon, après, il faut appliquer la flat tax de 30%, mais grosso modo, c'est ça, c'est le surplus que vous arrivez à générer une fois que vous avez payé votre mensualité avec les loyers que vous percevez. J'ai une vision long terme, donc l'idée, ça va être de faire des prêts sur le long terme afin de réduire au plus possible la mensualité de remboursement de chaque prêt et pouvoir générer davantage de cash flow. Et c'est avec cet effet-là que derrière, je vais être en capacité de lever d'autres prêts auprès de la même banque ou d'autres banques même. Enfin, tout dépend de la relation que vous avez avec votre banque et des projets que vous leur présentez. Pouvoir accumuler tout ça au fil des ans, ça va me permettre d'augmenter mon patrimoine, comme je l'évoquais. Alors l'idée, avec cette mini-série d'ailleurs, From Zero to Cash Flow, c'est de commencer petit pour se faire la main. From Zero, ça veut dire que je pars de zéro appartement, mais surtout zéro connaissance. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer, de se former en continu, bouffer de la théorique, forcément c'est important d'avoir la théorie avant de mettre en pratique, mais derrière surtout apprendre des actions que je vais pouvoir entreprendre et petit à petit avec mon expérience agrandir ce fameux patrimoine. Et donc ma stratégie, ce serait d'acheter des biens qui sont sous le marché, parce que c'est des biens qui donnent pas forcément envie. Acheter ces biens-là, les rénover, et derrière, les mettre en location. Au départ, je vais commencer petit, donc ma stratégie, ça va être d'acheter plutôt des studios, voire des T2 en fonction des prix, mais je pense plutôt des studios pour faire de la location étudiante, parce que c'est plus simple, il y aura
a priori pas trop de vacances locatives. Et la demande, en fait, tant qu'il y a des étudiants, il y a des besoins de logement pour les étudiants. Et l'avantage du studio aussi, c'est que c'est moins de gestion, c'est plus petit, c'est moins de rénovation à faire potentiellement, vu qu'il y a moins d'espace. Après, ça dépend ce qu'on achète, forcément. Mais pour mon premier achat, je vais essayer de viser un studio avec un peu de rénovation, forcément, pour pouvoir faire cette plus-value et acheter au plus bas. Mais il ne faut pas non plus que ce soit des trop gros travaux, puisque j'ai pas encore toutes les connaissances, toutes les billes. À terme, l'idée, c'est quand même de basculer sur de l'investissement d'immeubles de rapport pour être monopropriétaire et donc pas avoir de problème de gestion de la copropriété, etc. J'ai pas encore mis les pieds dedans, mais j'ai entendu que c'était assez galère, donc on verra comment ça se passe à l'avenir. Alors a priori, la stratégie fiscale d'investissement qui est la plus adaptée à ma situation aujourd'hui, ce serait de faire du LMNP, donc de la location meublée non professionnelle. Le LMNP, c'est un avantage fiscal tant qu'on respecte les seuils, mais pour un premier achat d'un studio, a priori, il n'y aura pas de problème. L'avantage du LMNP, c'est que ça permet d'amortir son bien chaque année. Bon, je referai le point sur le LMNP, sur comment ça marche, la déclaration, etc., que ce soit dans l'avis d'imposition ou même auprès, je crois qu'il y a une déclaration aussi statutaire à faire. C'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, on aura bien le temps de revenir dessus quand je le ferai en pratique. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est quoi la suite ? J'ai fait le point sur mes finances, j'ai fait le point sur ma stratégie. Maintenant, les prochaines étapes pour moi, ça va être de prendre un rendez-vous avec la banque, histoire d'avoir un premier échange. Donc là, ça va être prendre contact avec le conseiller, faire le point sur ma situation, sur mes comptes. J'ai un PEL qui a été ouvert en 2014, qui n'est pas du tout avantageux pour faire un prêt sur cette base, puisque les taux à l'époque, c'est 4,5%. Donc c'est vraiment délirant par rapport aux autres années où on pouvait avoir du 1%. Donc, qu'est-ce que je peux faire de ce PEL ? J'ai quelques milliers d'euros dessus qui vont pouvoir m'aider notamment à faire un petit apport pour acheter mon premier bien. En tout cas, je compte bien là-dessus. Donc, faire le point avec la banque pour discuter de ma situation, de mes revenus, de ce que je dépense, de ce que j'épargne. Donc, finalement, refaire le point un petit peu sur tout le bilan que je vous ai présenté. Aborder le sujet du PEL et derrière ouvrir une petite porte sur ok, à hauteur de combien est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner si jamais j'ai envie d'investir dans l'immobilier, de lever un crédit, en fait estimer ma capacité d'emprunt tout simplement. À côté de ça, hyper important, mais continuer de se former. Là j'ai des premières bases, mais il faut que je mette plus en application, que je continue de me former, que je continue à bouffer du contenu, puisque c'est comme ça aussi que je vais retenir. Moi, j'ai pas du tout envie de payer de formation, etc. Alors, il y a 150 formations en ligne. Formez-vous, il y a plein de contenus gratuits en ligne, et je pense que ça suffit largement. Et enfin, petite analyse du marché. Alors, qu'est-ce que j'entends par analyse du marché ? Ça va être identifier les quartiers de Reims, en l'occurrence, où il fait bon d'investir, les quartiers, les projets long terme de la ville, qu'est-ce qui est en train de se construire, etc. Et donc définir cette zone d'investissement potentielle et derrière de regarder les offres qui sont disponibles. Et après, ça va être étape par étape. Ok, je repère une offre qui sur le papier a l'air intéressante, j'organise une visite éventuellement, on commence à discuter de prix, on commence à négocier le prix, signer les promesses de vente, etc. Après, derrière, aller parler à la banque, construire son projet d'achat auprès de la banque, justifier qu'on est en capacité de rembourser le prêt à hauteur de l'investissement, puisque je vais avoir des mensualités, etc., que j'épargne tant, bref, tous les calculs. C'est hyper important aussi de soigner cette présentation auprès de la banque, mais ça viendra plus tard. Et derrière, lever un prêt, signer compromis de vente, valider l'achat auprès du notaire, retaper, mettre en location et générer du cash flow. Donc c'est l'idée de cette chaîne YouTube en tout cas. Je vais essayer de te partager toutes les étapes de A à Z en toute transparence et pour que ça puisse te donner une idée de comment ça se passe sur le terrain. Je suis pas là pour vendre des formations. Moi, j'ai envie d'être full authentique, d'apporter le plus de valeur possible, basé sur mon expérience. C'est pas un cours d'investissement, loin de là. Donc si ça te branche, n'hésite pas à suivre ma chaîne YouTube, à t'abonner, à mettre un petit like, un commentaire. Et on se voit d'ici quelques jours, quelques semaines, pour un petit bilan justement sur mon entretien avec la banque. Allez, ciao!